Hello. Tu m'entends? Tu me vois? Ouais. 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 J'essaye Normalement, de... c'est avec le casque que je t'entends, mais bon. Bon, ouais, je suis pas sûre que tu en aies besoin. Alors, j'essaye juste de quitter cette luminosité toute pourrie parce que je voudrais que ce Ouais. soit agréable. Pour tout Voilà, le monde, ouais, on bah va ouais, je laisser comme comprends. ça, hein. Alors, je te laisse t'installer tranquillement. Bonjour à tous ceux qui y arrivent. Tout le monde me fait coucou. Enchantée. Tu t'es mis dans ton décor aux couleurs de ton livre. Exactement. Super. Bon, bah voilà, on y est parvenu, parce qu'on savait plus trop, ni l'un ni l'autre, comment lancer ces fameux lives en commun. Puis Ouais. bon, au final, on y est arrivé. Alors, eh ben, du coup, on va commencer tranquillement le temps que tout le monde se connecte. Déjà, merci Cédric d'être là. Ça me fait trop plaisir que tu aies accepté une petite interview, un petit live avec moi. Ouais, avec plaisir. Bon, alors, on se tutoie, hein, parce qu'on se connaît. Voilà, dans la vraie vie, je le précise pour que les gens pensent pas que je tutoie tous les auteurs que je rencontre de premier abord. Voilà, on se connaît, on vit également dans la même ville, mais voilà, c'est vraiment avec beaucoup d'objectivité que j'organise ce live, tout simplement parce que j'avais aussi moi des questions en tant que lectrice. Donc voilà. Ok. Ben merci à toi. Vraiment, ça me fait trop plaisir. C'est vrai que on se connaît depuis un petit moment, un grand moment même. Et c'est toujours un plaisir de se parler, de se parler, d'échanger, parce que Lara, c'est un rayon de soleil. Elle sourit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est agréable. C'est vrai. Merci. Alors, du coup, on fait ce live donc dans le cadre de la sortie de ton premier ouvrage, donc qui s'appelle Les Épines. Donc tu en es l'auteur. Je sais que c'est un projet qui a pris presque 6 ans de ta vie et je pense peut-être même encore plus au niveau au stade de projet du moins. Donc c'est quelque chose qui a maturé pendant pas mal de temps. Je sais que ça te tient très à cœur et que c'est toujours stressant de sortir un premier roman. On est aussi un petit peu fébrile à savoir quels seraient les retours voilà des différents lecteurs. Mais il me semble avoir compris que c'était un très bon démarrage. Donc déjà, c'est une très bonne chose pour toi. Je sais pas comment tu Ouais. vis cette période un peu nouvelle en tant qu'auteur. Alors, depuis depuis que j'ai l'âge de 11 ans, que voulez-vous faire plus tard quand vous serez grand? Écrivain, ça n'a jamais bougé, jamais, jamais, jamais. Donc j'ai eu un peu le temps de me préparer psychologiquement, mais quand ce jour arrive vraiment et que l'objet livre est vraiment là, on n'est pas préparé du tout en Ouais. fait. Donc il m'a fallu un petit moment pour m'adapter, pour m'y habituer quand même. Mais là, je le vis bien et c'est une super aventure, vraiment. D'accord. Donc déjà voilà, tu sais que t'as enfin entre le fantasme un petit peu de qu'on a quand on est jeune, être écrivain et ce que tu vis aujourd'hui, déjà tu sais que ta place elle est là et que tu t'es pas trompé, que t'es allé au bout de ce projet et ça t'a conforté un petit peu aussi dans cette voie-là pour toi quoi. C'est ça, exactement. J'ai toujours eu écrit, voilà, depuis toujours. Et c'est vrai que avec les années, voilà, et il m'a fallu du temps pour me dire que écrivain, voilà, chasser ce syndrome de l'imposteur et se dire vraiment, ben, on écrit depuis toujours, on aime ça, donc on est écrivain quelque part. Mais pour moi, il m'a fallu quand même du temps pour vraiment l'assumer et le dire sans avoir honte, sans avoir peur. Et depuis que ce livre est là, entre tes mains, entre les mains des lecteurs, du public, ben, c'est comme si une barrière avait sauté et maintenant, oui, écrivain, oui, il n'y a pas de problème, je suis écrivain et maintenant, En fait, c'est comme ben, un passage à l'acte, voilà. c'est ça, Mais c'est oui, c'est ça. ça justifie vraiment aussi tout le travail et ça donne quelque chose de concret derrière voilà le travail de l'écriture dont on va justement parler. Pour ce qui est justement du live que l'on fait tous les deux, j'ai scindé les questions en deux parties. Ok, Des questions plus sur l'histoire, sans d'accord. forcément spoiler bien évidemment, et des questions justement sur le process d'écriture parce que j'en ai eu pas mal.
Voilà, je pense que il y a certaines personnes, alors qui sont présentes ou pas, ou qui viendront peut-être plus tard, ou qui regarderont en replay ce live, qui je pense sont dans des processus d'écriture ou qui se recherchent aussi. Donc, tu auras peut-être des conseils éventuellement à Ouais. prodiguer. Déjà, pour commencer par le début, sans trop en dire, mais qu'est-ce que tu peux nous dire de manière un peu générale sur les épines? C'est quoi les épines? Ça parle de quoi? Alors déjà, le titre, les épines, c'est le côté sombre de la fleur auquel on se pique pour en apprécier le parfum. En fait, voilà, les épines, c'est ce côté très large en fait pour de la vie des personnages, de l'histoire et de cet univers-là. Où quand on se pique, quand on se blesse, ça fait très mal, on est dans un état de faiblesse. Mais c'est cet état-là qui nous fait dire combien on est en vie, combien on aime la vie, combien on veut aller de l'avant, combien on veut vivre grand, rêver en grand. Et Boniface, justement, il veut rêver en grand et vivre en grand dans ce monde-là, dans son monde-là, dans cette maison-là, dans ce village-là, très petit, trop petit, où tout le monde pense petit, tout le monde juge petit, et il va essayer de réaliser son rêve, ce qui ne va pas être une chose facile puisqu'il grandit entre un père violent, alcoolique, dépressif et une mère absente, pas au début, mais de plus en plus Ouais. qui va être de plus en plus absente, aimante, mais à sa façon, à sa propre façon, mais et absente. Et il va Oui, qui essayer va de finir un peu, grandir. elle va finir un peu démissionnaire en fait, cette mère-là. Voilà. Elle a les armes ben, pour convaincre Boniface d'aller de l'avant. Elle a ces armes-là pour défendre, voilà, pour prendre la défense, pour faire pour être un bouclier humain pour Boniface. Mais c'est pas parce qu'on a les armes qu'on est conscient de ses limites en fait. Et on peut très vite se faire manger par plus grand que soi, par rapport à voilà justement à ce père-là qui est violent et qui est sans pitié quelque part envers sa Oui. femme, envers son fils, Oui. envers la vie en fait. Voilà. Et qui malgré tout, parce qu'il est un peu sans filtre, voilà, on calcule assez vite comment fonctionne ce personnage dès le début du récit. Mais néanmoins, enfin, tu nous réserves quelques révélations aussi le concernant. Alors, j'en dirai pas plus, mais c'est ça qui est bien aussi, c'est que on se fait un peu des idées toutes faites, voilà, sur ce personnage et tu arriverais presque à le rendre un tantinet plus, je dirais pas agréable, mais disons que on comprend certaines choses à la fin du récit concernant, ben, entre guillemets, son attitude, pourquoi est-ce qu'il en a fait, il en a fait baver en fait à Mm. Boniface. Et donc pour revenir sur Boniface, donc peut-être dire quand même que c'est ben, donc ton personnage principal, c'est lui qui s'exprime Voilà. dans le récit. Donc c'est Boniface Régent, si je le prononce. Regan. Regent, Ouais. d'accord, je savais pas Regan. trop comment tu le disais. Ok. Donc effectivement, donc c'est le personnage central. Sans spoiler, je pense qu'on peut dire que il y a un deuxième personnage quand même qui gravite autour de lui, qui a pas mal d'importance dans le récit, qui s'appelle Mélusine. Oui, oui, Très beau ce choix de prénom. personnage-là, oui, ouais. Pardon, ce personnage-là arrive, oui, au début de l'histoire, Oui, qui va apporter une touche de douceur dans la vie de Boniface, qui est déjà très, très compliquée. Ça démarre très, très mal dès le début déjà, pas par, pas son enfance, mais à la première seconde de sa vie, dès oui. sa naissance, déjà, Et ça la démarre très première mal. scène est particulièrement frappante, en Ouais, effet. c'est vrai, ouais. Sans spoiler, bien évidemment, parce que Non, non. c'est au début de l'histoire. C'est vrai que Boniface a une vie atypique où il lui arrive que des merdes. Et plutôt que de se remettre en question et de faire la part des choses pour essayer de faire du tri dans tout ça,
il va rejeter la faute sur tous les autres déjà, et à commencer par la bonne fée, voilà, qui s'occupe de lui, voilà, un peu comme à la manière d'un conte, comme à la Belle au bois dormant, En fait, quoi. c'est Et ça, c'est qu'il y a des éléments dans ce que nous livre ton personnage qui sont toujours un peu à la limite entre ce qui est de l'ordre de la réalité, ou du moins ce qu'on pense être la réalité, et du fictionnel. Mais c'est c'est vraiment ça. tout en petites touches, voilà, par petites touches. On expliquera d'ailleurs aussi justement la métaphore du papillon, qui a aussi, qui voilà, qui on sait pas trop au début de si on est dans quelque chose de complètement fantasmagorique, s'il est dans un autre monde ou autre. Et en fait, petit à petit, on comprend voilà tout ce que tu installes. En fait, justement, tous ces éléments un peu fantastiques ont une importance dans l'esprit en fait du personnage et dans son histoire. Ouais. Donc la fée, on n'en dira pas plus, mais effectivement, Oui, c'est il y a une vrai fée, qu'il y a la voilà, fée au début, voilà, qui se penche sur le berceau de voilà, Boniface. Voilà, toutes les fées ont un peu une mission sur Terre quand il y a un nouveau-né qui arrive au monde. Et la plupart de ces fées leur disent, bon, toi, quand tu grandiras, je vais t'offrir la grâce, la beauté ou l'intelligence, ou voilà. Elle, c'est une stagiaire. Donc, elle débute dans le métier. Donc, pas de bol pour Boniface. Il va devoir apprendre un peu à se débrouiller tout seul, mais la fée va revenir plusieurs fois tout au long du texte pour lui apporter des réponses à ses questions, et on va vite comprendre que même si la fée apporte ce qu'elle peut, au-dessus de la fée, il y a, comme de façon hiérarchique, il y a des personnes beaucoup plus importantes qui gèrent tout ça comme une entreprise. Par exemple, et on va très vite découvrir que c'est la mort qui décide, en fait. C'est oui. la mort qui... j'aimais beaucoup ça, mettre la mort en scène dans un personnage pour démystifier un peu l'idée qu'on fait de la mort, mais aussi par rapport à Boniface qui va se rendre compte que la mort ne fait pas de cadeau, que l'on ait 7 ans ou 77 ans, quoi. Oui, effectivement. Alors, concernant, je dirais, le style, avec de grosses guillemets, même si c'est bien de pas non plus cloisonner les récits, mais moi, je me suis posé pas mal de fois la question à la lecture, à savoir si je devais le considérer comme finalement un roman psychologique, un thriller presque, j'aurais dit, à par moment, enfin, surtout sur la fin, ou si c'est plutôt un roman contemporain. Comment tu analyses un petit peu à froid maintenant, je dirais, voilà, ce travail d'écriture que tu as fourni? Eh bien, les deux, ma chère Lara. Les deux. Alors, parce que dans le titre, les épines, que ce soit les personnages, les lieux ou les émotions, les ambiances, nous sommes tous faits d'épines, que ce soit des choses sombres, des épines, voilà, que ça pique, ça brûle, c'est pas très agréable, ou la fleur, les pétales, la douceur, la joie, l'amour, l'amitié, voilà. On est tous composés de ça. Ensuite, aussi par rapport à la couverture, il y a ce jaune qui, voilà, c'est la joie, c'est la douceur, ça englobe, ça cajole, ça réconforte. Mais quand on creuse un peu plus bas, quand on plonge il y a du bleu, il y a du bleu nuit, du bleu noir. C'est pas très agréable, on sait pas vraiment ce que ça cache derrière. Et donc, ben c'est tout ça en fait. Voilà. Donc c'est un roman contemporain. Il y a des choses lumineuses où j'aborde des choses poétiques qui font du bien, qui demandent aussi réflexion parce qu'il y a des thèmes abordés comme par exemple l'amour, la mort, l'art, la dépendance affective, la solitude, et aussi des choses ouais, plus joyeuses, plus sombres. C'est vrai que c'est un mélange des deux en fait, parce qu'on est tous aussi composés comme ça, on est vaste, on est complexe, on a une partie qui est plus lumineuse et une partie qui est un peu plus sombre à divers degrés, suivant les personnes, suivant nos choix, nos bagages émotionnels, comment on grandit. Et c'était intéressant de mettre Boniface dedans en fait, puisque il a envie de joie, il a envie d'amour, de joie, il a manqué tellement de choses, voilà, dans son enfance, qui vont se répercuter à sa vie adulte. Oui. Et ce passé-là va le rattraper. On lui dit, ok, tu veux aller de l'avant, tu veux vivre des belles choses, mais le passé est toujours là pour te rattraper et
pour te faire reculer en quelque sorte. Oui, il a du mal à finalement à s'en sortir, à ce que ça justement ça ne le rattrape pas comme tu dis. Ouais. Après moi je trouve aussi qu'il y a un autre personnage alors qui est moins évident, mais qui en fait est l'écriture. Oui. L'écriture est presque pour moi, enfin ou du moins les mots. Plus le récit avance, plus elle se fait incisive, plus il y a des techniques de récit, donc je vais pas en dire plus, mais voilà qui prennent une tournure un peu particulière, qui confronte aussi le lecteur à quelque chose d'assez brut, assez brutal même, je dirais. Est-ce que ton style a évolué en même temps que l'évolution de ton personnage, ou est-ce que c'est quelque chose que tu avais voilà, qui était déjà construit? Enfin, est-ce que t'as eu un cheminement par rapport au style? Alors déjà le style, les styles, c'est l'écriture, ça se travaille en écrivant, en retravaillant, en corrigeant, en recommençant. Donc il y a eu quand même 13 versions de ce texte. Je suis bien content que voilà, ça y est, c'est fait. Après, moi, j'aime dans mes lectures retrouver des styles qui vont à l'os, en fait, j'aime quand ça tabasse, quand ça brûle, quand voilà, j'aime pas quand on perd du temps, j'aime quand on va droit à l'essentiel. En fait, ça j'aime beaucoup. Et puis Mais en ensuite, même temps, tu fais pas l'économie hmm, d'expliquer un peu le background et tout ça. Enfin, j'ai trouvé que c'était très bien dosé. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais ton récit est en trois parties. Donc les la, bourgeons, les pétales, les épines. Donc qui la suivent en racine, fait pardon, oui, excuse-moi. Qui d'accord. suivent en fait la progression de l'histoire de Boniface. Et et enfin voilà, moi j'ai après peut-être que je me trompe, j'ai trouvé ton style très très assumé dès le départ, mais ça j'en étais sûre. Et puis voilà, je comme je te connais un peu, je t'ai entendu tout de suite à mon oreille en train quand je lisais. Mais j'ai trouvé que plus on passait de partie en partie, plus les choses voilà exprimaient aussi l'état du personnage, plus le style était encore plus aiguisé, je dirais. Donc, je sais pas si c'est voulu ou si c'est moi, mais Je sais pas. Alors peut-être que je m'en suis pas rendu compte sur le coup, mais en tout cas, ça me tenait à cœur de mettre Boniface dans un entonnoir au début. C'est vrai qu'au début, il est très entouré, mal entouré ou bien entouré, peu importe, mais déjà il est très entouré. Et plus le texte, plus on avance dans le texte et plus on arrive vers la fin, et plus il se sent seul, et plus cette solitude va prendre le pas sur un peu tout le reste en fait. Et peut-être oui que le style, que ça a influencé le style et l'écriture en tout cas, mais je voulais vraiment que plus on avance dans la fin, et plus il y a de chances que Boniface se fasse manger. effectivement, pour le coup, sans ne rien dévoiler pour ceux qui n'auraient pas encore lu l'ouvrage, je peux vraiment dire, enfin, en tout cas pour ma part, que naïvement, je n'ai pas du tout vu venir le dernier retournement de situation de l'histoire de Boniface. Et ce qui justement pour moi a rendu tout deux fois plus intéressant et deux fois plus fort. J'avais presque envie de le relire en me disant mais qu'est-ce que j'ai raté? Enfin, où est-ce que enfin, je sais pas. D'ailleurs, j'ai relu les premières pages depuis que je sais comment l'histoire se termine. Et c'est ça que je trouve, enfin, en ça, je trouve que l'exercice est très réussi, puisqu'en fait, qu'on lise les premières pages sans savoir la fin et après avoir lu la fin de l'histoire, ben elle marche quand même. Enfin, les deux, voilà, fonctionnent. Et forcément, maintenant, ben, je les lis différemment. Donc vraiment, si vous aimez le retournement de situation, les romans qui vous font aussi, bah, vous poser des questions, parce qu'en fait, on ferme ce livre. Oui, l'histoire en soi factuelle, elle est terminée, mais c'est une histoire qui m'a trotté dans la tête quand même quelques jours. Enfin, j'y pense encore, mais elle est pas si évidente que ça à l'analyse, parce que, comme je disais, on sait plus trop où se situe le vrai du faux. Enfin voilà, j'ai vraiment trouvé que c'était très très réussi. Enfin, en plus pour un premier roman, donc pour ça tu as toutes mes félicitations, mais tu le sais déjà.
J'avais une question qui m'a été posée. Est-ce qu'il y a une part d'autofiction ou d'autobiographie dans ce roman? La grande question à 1000 $ que beaucoup m'ont posé, beaucoup, C'est beaucoup, ça. beaucoup. Alors, alors quand on lit l'histoire et qu'on se rend compte ce que vit Boniface, est-ce que c'est autobiographique? Non, je vous rassure. Je vous rassure. Après, on a des points communs avec Boniface. Déjà, on a la passion pour l'écriture, pour les mots, mais en ce sens, on n'a pas la même vision de cette passion-là. On la voit différemment et on est quand même Boniface et moi, on est quand même très opposés. Hein. On a des personnalités très opposées et des enfances ou des vies adultes opposées. Oui, ça c'est clair. On est très opposés, mais il y a des petites lignes comme des fils invisibles qui nous relient un petit peu, Bah, vous avez, mais ces fils sont vraiment très vous très avez, fins. vous avez tous les deux un regard sur les mots comme quelque chose de salvateur, peut-être. Enfin, je pense que voilà, ça, c'est inconcevable pour vous de repartir en arrière une fois que vous avez eu découvert. D'ailleurs, j'aime beaucoup la scène où il découvre quand il est jeune l'alphabet, les mots, donc justement Oui, ces fameux papillons. Euh, et voilà, je pense que, enfin, moi, je t'ai un peu reconnue là-dedans. Je pense que c'est quelque chose qui a une importance folle pour toi, dont une fois que tu as goûté, tu peux plus revenir en arrière. c'est vrai. Ouais. Une fois qu'on a goûté à l'écriture, au pouvoir de la lecture, pour moi, ça a été, enfin, je dirais pas, enfin, comme une évidence, mais pour moi, c'est comme si, ma bonne fée à moi s'était penchée sur mon berceau, et lui dit, bah, toi, les mots, le langage, la littérature, l'écriture, tout ça, bim, 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 bim. Et c'est vrai que moi, je peux pas. Enfin, même quand je vois un panneau publicitaire, quand je me promène dans la rue, paf, il y a des mots, paf, automatisme, on lit les Oui, mots et voilà, c'est. Ouais, pour moi l'écriture, la lecture, tout ça. Pour moi, avec le temps, c'est devenu une norme en fait. d'accord. J'avais aussi une question concernant les choix de prénoms. Oui, Ils sont somme toute plutôt originaux et en ça, je pense reconnaître ton petit côté Amélie Nothomb. Est-ce que, enfin, blague à part, est-ce que tu as beaucoup fait de recherches pour trouver voilà Mélusine et Boniface notamment, ou est-ce que enfin, il y a quelque chose qui a déclenché cette trouvaille? euh, alors bien avant que ce texte soit texte, que les épines soient les épines, bien avant, 10 ans en arrière, j'écrivais des nouvelles, des textes, des morceaux de texte, et puis un personnage revenait qui s'appelait Boniface. Je sais pas, Boniface est toujours venu, resté, reparti, revenu. Enfin, et puis je me suis dit bon il va falloir que je le mette dans un roman ce cher Boniface dis donc puisque s'il revient à chaque fois c'est qu'il y a pour moi je le sentais comme ça c'est qu'il y avait quelque chose à faire et j'ai regardé l'étymologie de ce prénom qui signifie bonne figure, bon destin et je me suis dit ça pourrait être marrant de mettre quelqu'un qui a une bonne figure, un bon destin dans quelque chose de totalement opposé où il va vivre déjà physiquement il a pas une bonne figure et bon destin comment inverser la tendance avec cette étymologie là me dire Boniface qui a un bon destin ok Oui, mais parce que en plus, dans moi la si je première le partie mettais dans dans la première partie du roman, en fait, enfin, il s'automoque en fait de son, c'est ça oui du choix de ses parents, enfin de sa mère voilà notamment, ouais de ce prénom complètement atypique. Et c'est donc ça c'est voilà aussi pour ça que Mélusine, lorsqu'elle arrive dans sa vie, c'est comme une évidence parce qu'il y a personne d'autre qui s'appelle Mélusine. Donc non c'est voilà drôle, c'est touchant quoi. et Boniface grandit dans les années 90, début 2000. Donc on a beaucoup de prénoms qui sont un peu à la mode et qui reviennent souvent, des Kevin, des Florent, des Pierre, des Elsa, des Amandine, des Mélanie, plein et qui sont
sont un peu tous pareils. Et puis lui, Boniface, et il rencontre Mélusine et il se dit, tiens, en plus elle est nouvelle, voilà, dans l'école, elle est toute seule, elle est assise toute seule, elle connaît personne sur son, voilà, sur la balançoire, elle est toute timide, et cette timidité-là, et lui, il connaît. Et Bah, Mélusine, comment, qui est aussi un nom de fée de base, donc oui, il doit penser que c'est un signe du destin, peut-être, voilà, d'être tombé sur cette jeune fille-là ouais, qui lui plaît. c'est clair, oui, que, oui, en plus, Mélusine, ouais, elle est très à l'écoute, elle a besoin de rire. Et Boniface, le bout en train Boniface, qui va essayer un peu de la décoincer, de l'arracher à sa timidité, comme c'est écrit dans le texte. Et ils vont aller, ouais, ils vont s'enfuir de l'école. La première fois, ils se font griller, voilà, par la maîtresse. Mais cette punition va être très bénéfique pour Boniface concernant son souhait le plus cher. Et ensuite, quand ils vont s'enfuir une deuxième fois, là, quelque chose va se passer entre Boniface et Mélusine, et là, les épines vont commencer à prendre tout Oui. son sens, en En fait. fait, c'est ça que j'essayais d'exprimer aussi tout à l'heure quand je parlais de progression du récit, c'est que dans plein de petites actions, sans que tu mettes le doigt à fond dessus, on sent une tension progressive monter dans le récit et c'est pas complètement anxiogène à lire, c'est ça que j'ai aussi aimé parce que moi petite nature, voilà, je me suis dit j'aurais pas pu. Mais justement, c'est fait de manière subtile et ça j'ai beaucoup aimé parce que c'est pas si simple que ça à faire. Et jusqu'à arriver voilà au climax du récit, à cette fin, je dirais les 15 dernières pages probablement, voilà où pour le coup moi je savais que tu allais pas protéger ou surprotéger ton personnage puisque voilà même les autres d'ailleurs. Mais c'est vrai que à ce point-là, j'étais pas préparée et du coup j'ai voilà je me suis dit en fait c'est un roman noir, c'est un vrai roman noir voilà. Et Oui, c'est vrai que c'est un roman lumineux contemporain, mais qui glisse un peu dans le roman noir. Ou alors, si c'est pas complètement noir, c'est gris, puisque bon, bah, la vie c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est des nuances de gris. Et c'est vrai que dans le cas de Boniface ou de Mélusine ou dans d'autres personnages, par exemple le père, voilà, qui est quand même très animal, très bourru, très on l'appelle violent, le poisson d'ailleurs. il appelle le poisson, voilà, c'est ça. On sent qu'il y a une petite étincelle de lumière en lui, mais il faut la chercher très 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 loin. Le poisson, c'est vrai que le père de Boniface, donc Boniface appelle son père le poisson, puisque alors le poisson n'a pas la lumière à tous les étages, le poisson a pas vraiment, on va dire, une intelligence humaine très développée ou très élevée. Et le poisson, puisqu'il, quand il parle, il ne dit pas je te, mais il dit je te. Voilà. Donc il gobe un peu les syllabes. J'ai trouvé ça marrant. Et c'est vrai que le poisson, on peut le merde. On peut l'acclimater à toutes les sauces. Ouais. Le poisson clown, le poisson nouille, le poisson. Voilà, on peut mettre un peu ce qu'on veut derrière pour un peu faire un pas de côté, Oui. respirer pour se dire ok, j'ai en face de moi un père violent, alcoolique, dépressif et tout ce que t'en es. Mais le fait de l'appeler le poisson ou de temps en temps le poisson clown, le poisson dragon, ça ajoute un petit peu ça allège un petit peu la condition et le rapport qu'il a avec son père. Et pour rebondir sur les sauces dont tu parlais ou le poisson, il y a toute une métaphore filée le long du récit qui est celle du menu. Alors Ouais, ça m'a par contre beaucoup étonnée, je l'avoue. Donc voilà, c'est très sporadique, hein, c'est au début ouais, de chapitre en général. Donc là, c'est toi qui parles ou c'est Boniface? Parce que moi, j'ai pas trop su distinguer si c'était une note de l'auteur pour le lecteur ou si c'était toujours dans le récit de vie de Boniface. quand Boniface dit entrée plat dessert, Par exemple, oui.
Oui, c'est Boniface, oui, exactement. Après, bon, moi, je me cache un petit peu derrière Boniface à la manière d'un comédien de doublage, Ouais. mais ça en reste là. C'est Boniface qui est mis en avant. Et c'est vrai que dans ce cas d'une menu, il y a une phrase qui est à la fin du livre, mais on va peut-être pas la dévoiler, mais par rapport à la vie, par rapport à la mort et par rapport au menu, Ah oui, oui, à oui, je cette vois laquelle. métaphore de la nourriture qui est là. Et cette phrase-là m'a hanté depuis quand même pas mal d'années, et ce bien avant que ce texte voit le jour. Euh, et, et je me suis dit, comment est-ce que je peux amener ça en fait? Et c'est vrai que la métaphore de la bouffe, elle est de la nourriture, parce que la bouffe, manger, c'est le plaisir, c'est le plaisir primaire de la vie. Et c'est vrai qu'au début, Boniface il mange. C'est vrai que la nourriture est très présente jusqu'à la première moitié du texte. Ensuite, quand arrive ce qui arrive entre Boniface et la promesse envers Mélusine, euh, la métaphore de la nourriture disparaît, le plaisir de s'alimenter de la nourriture disparaît, jusqu'à la fin où on comprend pourquoi est-ce que la vie, on la voit un peu comme un énorme banquet en fait, Oui. où on peut se servir, se resservir à volonté jusqu'à l'écœurement. Et en dessert, ben, qu'est-ce qui est servi au dessert? Ben, la On ne réponse dira est à la fin du livre. pas, on n'en dira pas plus. Mmh. Alors, j'ai quelques questions, même plusieurs questions concernant un petit peu ce processus d'écriture, puisque c'est ton premier roman. On me demande tout simplement, au départ, comment ça s'organise quand on débute, Oh, on veut écrire, voilà. Comment est-ce que toi, en tous les cas pour toi, tu as essayé d'organiser ce projet au fur et à mesure du temps, que ce soit dans ta tête ou dans le concret? très bonne question, j'adore. Enfin pour moi, le moyen de savoir, pour moi le moyen de, de, de savoir comment un livre se lit et quand on prend plaisir à le lire, c'est de savoir comment on le fait, en fait. Donc, alors comment je fais? Au début, je me laisse toujours influencer, charmer, inspirer par des choses de la vie, que ce soit dans les rapports humains, chez les gens, dans les choix de vie, dans mes lectures, dans ce que je regarde, dans les films, dans les séries, dans ce que je lis, dans l'art, dans tout, dans la vie, en fait, voilà. Voilà, ensuite, ça passe par les oreilles, par les yeux, dans le cerveau, ça fait son petit bout de chemin, voilà, on est charmé, il y a des choses qui nous plaisent, d'autres moins. Et ensuite, ben, il y a un moment où ben, on sent que, tiens, ça ferait une bonne idée de roman, ça commence à nous hanter et on se rend compte que ça nous hante de plus en plus et on se dit, bon, ben là, il y a quelque chose à faire. OK. Une fois que cette idée-là ne nous lâche pas, qu'on est un peu obsédé avec et que c'est vraiment inscrit dans le corps, euh, bon, bon, ils sont là, on sort des carnets, on écrit, on gribouille, on écrit ce qui nous passe un peu par la tête sans s'arrêter. D'abord, je passe par le papier avant Ouais. tout. Pour moi, c'est important. On va à la racine. Et pour moi, l'écriture papier, en tout cas, nous rapproche davantage de la solitude et donc de la vérité, pour moi. Donc voilà, j'écris, je teste, j'écris des trucs, je me laisse porter, j'écris, voilà. Et ensuite, je commence à faire un plan. Ensuite, je commence à faire un plan détaillé, mais pas trop détaillé, puisque j'aime me laisser surprendre. Et ensuite, on recommence. En fait, voilà, c'est un bouillon de brouillon, C'est comme j'aime l'appeler. une ébauche un peu finalement, et après tu pars de ce qui est sorti comme ça au départ, et puis après tu Voilà. remodèles. Après j'écris, ça peut être des scènes, ça peut être des morceaux de chapitres, mais je ne sais pas à quel endroit du texte ça va se situer. Et puis petit à petit, voilà, ça se nourrit, etc. Et une fois que je sens que voilà, on est prêt, on passe au clavier et puis premier jet. Et puis on va jusqu'au bout du bout et après ensuite on voit ce que ça donne.
Et après, il se peut, oui, que ou même il se doit de repasser encore et encore. On réécrit, on recommence, on efface, on corrige, on change un mot, on change une phrase, on supprime une page, on en réécrit une autre, etc. Et après, ça prend forme, voilà, petit à petit. D'abord papier, vraiment papier, et ensuite clavier. Et ensuite, pour les corrections, j'alterne entre les deux. Alors, on me demande aussi, selon toi, y a-t-il le piège du premier roman, à savoir soit la procrastination, la peur ou autre? Le piège du premier roman, je dirais avant tout, c'est de brûler les étapes, puisque je l'ai moi-même fait. Oui, on est plus C'est de brûler impatient en général Ouais, d'aller au bout de voilà. la chose. On a cette fantaisie de se dire, on va écrire ça en un jet. Le premier piège, c'est on a passé des mois ou voire des années sur un premier roman que l'on compte faire partager. Et donc, le premier piège, c'est de brûler les étapes et de l'envoyer directement. Mais d'abord, il faut prendre le temps. Comme avait dit un auteur que j'aime beaucoup, je ne sais pas si tu le connais, si tu l'as lu, Gilles Marchand, Ah, je connais, mais je n'ai pas lu. d'accord, qui m'a dit cette phrase, presse-toi, mais prends ton temps. Ah, C'est très bon conseil. ça, lève-toi, va au charbon, tu bosses, mais prends le temps de te presser. Voilà, si ce Ouais, premier roman te demandera 1 an, 2 ans, 6 ans, ça demandera 1 an, 2 ans ou 6 ans. d'accord. Et, Donc tu es passé par un peu par plusieurs phases justement, je pense, comme le dit la personne, potentiellement de la peur, de la procrastination pendant certains temps, des moments de je sais pas de grande inspiration ou c'était plutôt constant malgré tout dans ta motivation. C'était un peu les montagnes russes, hein, comme dirait Boniface dans le texte. Voilà, vous ferez bien un tour de montagne russe avec vos boyaux réduits en cheesecake. Euh, dans ce texte, dans ce cas dans le cas de ce texte, ça m'a demandé 6 ans. Donc c'est vrai qu'il y a eu des peurs, voilà, la page blanche, oui un petit peu, mais ça n'a ça n'a jamais duré très longtemps. Parce que En fait, c'est ton surtout la personnage peur en elle fait. traverse cette peur et tu l'exprimes finalement très bien. C'est à croire que tu aurais pu la vivre. Ouais, c'est vrai, ouais. Puisque dans le texte, Boniface a le syndrome de la page blanche, mais qui l'obsède. C'est une vraie obsession. Et la page blanche lui parle, lui répond, qu'est-ce que tu attends? Allez, vas-y. Euh, et qu'est-ce que je vais dire moi aux autres feuilles blanches là que t'as plus rien à me raconter? Mais allez, vas-y, sors-le ton stylo, vas-y, montre-moi de quoi t'es capable. Et même si c'est nul, on s'en fout, mais vas-y, continue quoi. Et c'est vrai que c'est difficile puisque pour un premier roman, on se juge beaucoup. Et puis on a souvent que soi pour se juger aussi. On fait pas forcément confiance déjà à l'extérieur pour donner son avis ou on n'a pas forcément autour de nous des personnes aptes à le faire. Donc c'est normal. Mm. Ouais, c'est normal et c'est très humain aussi d'avoir cette peur-là, je pense, pour un premier roman. L'inverse, je pense que ce serait quand même assez inquiétant quand même, je dirais. Bah, Mm. du moment que ça ne bloque pas dans la création ou du moins pas pendant de grandes phases, ça c'est pas gênant. Mais c'est vrai qu'il faut réussir à avoir foi en son projet et c'est peut-être ça le plus dur parce qu'on est seul avec. Ouais. Donc Après, il y a une autre peur qui, moi, m'avait un peu secoué comme ça, comme un prunier. C'était qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce que c'est le premier roman que je compte faire partager. Bon, j'ai écrit d'autres romans avant, mais c'était c'était pour l'exercice. Voilà, c'était pour l'entraînement. Euh, et là, quand le moment où on le sent, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et c'est vrai que c'est tout nouveau. Et quand il y a la nouveauté qui arrive, bah, il y a ce manque d'expérience là et on se dit mais qu'est-ce qui va se passer après quoi, ouais. ouais. Mais d'abord se concentrer d'abord sur le texte et puis après on verra quoi, mais une chose à la fois quoi. Et on me demande également, alors ça je pense que c'est une question très difficile, c'est quand est-ce que tu as su que tu avais fini? Alors quand est-ce que j'ai su que j'ai fini? Déjà le premier jet, vu que j'avais un plan, je savais d'où je commençais, je savais où je partais. Pour moi, c'est alors pour le premier jet,
le dernier chapitre avec cette histoire de dessert, c'était pas prévu. D'accord. Et je me suis dit, voilà, on va s'arrêter là avec ce banquet, voilà, ce dessert-là, mais sans y aller ensuite après. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si je rajouterais ça? Je l'avais eu cette idée un peu à la fin, et je me suis dit, ok, vas-y, on y va. Et Ce qui veut dire que t'es pas obligé d'écrire forcément dans l'ordre du récit. Tu peux très bien avoir eu l'idée d'une scène qui va du coup rechambouler le plan en fait initial de ton roman et du coup le faire rallonger ou couper plutôt des choses. Enfin, je sais pas dans quel ordre, mais ouais. Et donc, pour répondre à ta question, quand est-ce que vraiment j'avais le sentiment que c'était fini? Bah déjà, passer 6 ans quand même sur un texte, c'est long. c'est du boulot quand même. C'est du boulot. Et après, c'est une fois qu'on le relit une fois en entier, du début à la fin, sans se juger, sans avoir envie de corriger, ça c'est quand même assez dur. Oui. On se dit, ok, là, qu'est-ce qui pourrait changer? Mais on n'en voit vraiment jamais en fait la fin, puisque une fois là, ce texte est fini. Techniquement, je n'ai plus rien à changer. Mais si je le relis, un petit moment, je me dis, Oui, on trouvera là, toujours des choses, surtout ouais, qu'on voilà, on n'est pas forcément très objectif sur son travail, même si on est fier de ce qu'on a fait. Donc oui, je comprends tout à fait. Mais moi, ce que j'ai apprécié aussi, c'est il y a pas, je trouve, il y a pas ce côté un peu pompeux du premier roman où je dois faire mes preuves, tu vois. Ce que j'ai aimé, c'est il est assez concis, il est pas très gros, mm, donc c'est vachement agréable aussi. Je sais plus combien il fait, je crois qu'il fait 230 et 230 pages. quelques pages. Ouais. Voilà. Moi, j'ai apprécié ça en tant que lecteur, de me dire, ben, Mm. on peut me raconter quelque chose de manière efficace et que je sois complètement chamboulée, que ce soit au final une grande aventure de vie, malgré tout. Donc, c'est ainsi un exercice qui est pas simple de se dire, j'ai fini ce roman et il fera pas 600 pages ou tu vois ce que Non, je veux dire? non, non, non. Alors déjà, le premier jet, la première version, faisait plus de 80 000 mots, donc ça fait l'équivalent de plus de, je sais plus, hein, plus de 300 pages format A4. C'est quand même très Très conséquent. conséquent. Et moi, depuis toujours, je voulais, et depuis le début que j'ai écrit ce texte, voilà, je me suis toujours dit, je ne veux pas faire un premier roman de 400, 500 pages parce que bah, déjà, quand on voit déjà dans ma bibliothèque, il y a très peu de briques. La moyenne des romans fait à peu près 300 pages, à peu près entre 250 300 pages, un peu plus. Et je voulais pas faire un roman trop long, puisque faut en avoir des choses à dire, etc. En bout de 300, plus de 300 pages, 400 pages. Et je voulais pas non plus faire un roman trop court. Je sais qu'Amélie Nothomb, ses romans sont très courts. Mais pour moi, j'aime pas quand c'est trop court. Voilà, pour moi, le juste milieu, c'était, Ah, voilà, ce franchement, que j'aime retrouver dans mes lectures, moi moi. j'ai trouvé l'équilibre parfait par rapport au récit et à l'histoire. Franchement, il manquait rien. C'était ni trop long, ni pas assez. Chaque moment, chaque grande partie de sa vie est suffisamment exploitée pour qu'on comprenne en fait Ouais. comment se termine le roman. Donc franchement, Après, bravo pour ça aussi. après, voilà, pour un premier roman, c'est quand même, puisque qui dit premier roman dit auteur qu'on découvre et qu'on ne connaît pas. Donc, c'est vrai que découvrir un auteur, un premier roman avec un livre qui fait 600 pages, bon, voilà. Moi, Ça voilà, j'aime le juste milieu et pour moi, c'était important de, voilà, 236 pages avec voilà, des chapitres qui sont et une mise en page qui est quand très même très aérée. aéré, oui. Pour moi, c'est important D'ailleurs c'est ça. très agréable. Je le conseille notamment en plus en cette période estivale pour les gens qui ont un peu de temps en vacances ou qui, voilà, ont peur des gros romans. Clairement, c'est hyper simple à lire, c'est hyper fluide, hyper agréable aussi. L'objet livre est super. Et justement, j'en viens au côté plus objet livre. On me demande pourquoi le choix de l'auto-édition, parce que je ne l'ai pas encore précisé. C'est un livre qui est auto-édité que vous pouvez retrouver sur Amazon. Voilà, c'est ça. J'ai tout fait moi-même. Donc, qui dit auto-édition sur Amazon
Eh ben, qui dit pouf, on a plein de casquettes. On a plein de casquettes. Alors déjà, on est Oui, ils auteur, sont pas forcément normal. justifiés d'ailleurs, oui. Déjà, on est auteur, voilà. On est aussi éditeur puisqu'on fait soi-même la mise en page du texte, hein, voilà, que ce soit dans tous les détails, les marges, le choix de la police d'écriture, euh, les alinéas, voilà, comme une mise en page traditionnelle qu'on trouverait chez un éditeur traditionnel. Donc on est auteur, on est éditeur, on est aussi graphiste, maquettiste pour la jaquette. On est aussi voilà, libraire puisqu'il faut gérer des stocks, commander un certain nombre de romans, d'exemplaires. On est aussi comptable, chargé de com, voilà, on est plein de choses à la fois. Et c'est vrai que l'auto-édition, si je prends un peu le fil de ma vie, de l'enfance jusqu'à aujourd'hui, d'un point de vue créatif, imaginatif, inventif, j'ai toujours aimé créer en fait. Donc donc c'est vrai, ça c'est super chouette Tu t'es fait puisque beaucoup tout seul en fait. Ta ouais, chaîne YouTube sur laquelle d'ailleurs vous pouvez retrouver voilà. Cédric et ses chroniques. Tu fais tout toi-même, tu écris tout de A à Z. Donc c'est vrai que c'était un peu dans ton ADN Ouais, finalement. voilà, de créer plein de choses, de créer et d'avoir le souci du détail, le souci voilà, un peu la perfection. Par exemple, si on prend le dos du livre, il a fallu revoir et recommencer plusieurs fois. Est-ce que le code barre est bon? Est-ce que c'est voilà tout au niveau du résumé? Est-ce que c'est pas trop gros, etc. Et même le Cédric Armen, voilà, qui est sur le côté. Il fallait que ça soit bien centré, etc. Voilà, tout avait son importance. Le choix des couleurs, de l'image, de la jaquette, etc. C'est vrai que moi j'adore créer, etc. Et j'ai quand même une relation, un rapport assez particulier avec l'indépendance, d'être indépendant et le fait d'avoir mon auto-entreprise dans le milieu littéraire et d'avoir de tout gérer en auto-édition, c'est vrai que ça fait du bien d'avoir son indépendance là et sur un livre papier donc qui est là en auto-édition sur Amazon à 16,50 €, je touche à peu près 70%. Donc donc la grande majorité me revient en tant que créateur, auteur et toutes les casquettes que j'ai citées. Ce qui Et n'est les pas 30%, forcément le cas quand on passe par une maison d'édition en effet. Ouais. voilà, traditionnel, ouais, exactement. Donc 70% je touche. Et les 30% qui restent, c'est Amazon qui se charge d'imprimer le livre puisque c'est imprimé à la demande, imprimé, qu'il met dans la boîte en carton et qu'il l'envoie à ta boîte aux lettres. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de. Et je trouve ça, le concept, ouais, plutôt sympa. Voilà, Et on me l'audition, pour demande, moi, ouais, c'est une chouette aventure. on me demande aussi qu'est-ce que ça fait maintenant que ton bébé est sorti? Est-ce que comment tu le vis? Est-ce que tu as eu énormément d'angoisse ou est-ce que ça a été vraiment un soulagement et tu te dis bah maintenant ça m'appartient plus? D'ailleurs c'est ce que dit un petit peu Oui, Boniface au début du récit pour te citer. Voilà, il dit peu importe, ça ne me concerne plus. Voilà, c'est maintenant, voilà, c'est mon récit, c'est voilà, à c'est vous quoi. ça. Voilà. Quand Boniface écrit son histoire, ses épines, euh, sa dernière action avant de faire ce qu'il a à faire après plus tard, eh ben, c'est vrai qu'ensuite, voilà, ça y est, il a rempli sa part du contrat et maintenant, paf, ça y est, c'est fini, quoi. Donc, et c'est vrai que je le comprends puisque maintenant que ce livre-là est entre vos mains, ben, il vous appartient. Maintenant, il m'appartient plus quand même. Donc comment est-ce que je l'ai ressenti? C'est vrai que ben, ça fait toujours plaisir quand même enfin, Bah, c'est un c'est accomplissement, ouais, voilà. c'est une joie. C'est une grande joie. Et Boniface ne sera pas seul et les épines ne seront pas seules puisqu'il y en aura d'autres. Voilà, le prochain est en route. Et Le prochain est justement, en route. bah, parfait pour ma prochaine question. Belle transition. Est-ce que la Ah, publication enfin, le point final est la publication de ce premier roman. Est-ce qu'il t'a
donné envie de créer tout de suite le deuxième, ou est-ce que le deuxième était déjà en parallèle existant? Ah, bonne question. Alors, je crois que je n'avais pas vraiment terminé de le corriger, ou alors j'étais vraiment sur la fin de la fin, que l'idée du prochain roman m'est venue. Ça m'est venu l'année dernière, à l'automne dernier, il me semble, hein, ou en début je sais plus. Bon, je sais que le livre a été publié et lâché en mai, mais l'idée était déjà avant, ouais. L'idée était déjà avant. Donc il n'y aura pas une suite Les Épines Voilà, 2, oui. mais il y aura quelque chose de beaucoup plus différent, mais qui vont reprendre les mêmes thématiques. Je dirais, par exemple, voilà, Boniface, il y a la thématique de la solitude, voilà, ce qui revient en grande majorité là. Dans le prochain, je vais le reprendre, mais je vais le tordre et le modeler différemment, avec des personnages différents, des lieux différents, et j'ai très très hâte. Il est déjà prêt, il me reste plus qu'à l'écrire. Et là, je suis en plein dans la rentrée littéraire, mais une fois que Oui. j'aurai terminé tout ça, dans l'automne, je commencerai à écrire le roman numéro 2. Alors, si on devait faire un mini portrait chinois Ah, ouais. de voilà Ouais. de ton roman, ou du moins de Boniface, je sais pas si tu devais attribuer une boisson en lien avec ton roman ou Alors, avec bah Boniface. oui, la boisson déjà, oui, alors la boisson pour les épines, déjà elle est toute trouvée, puisque au début du roman, bon, on va pas spoiler puisque c'est au début et voilà. Donc Boniface vit quand même dans un climat familial déjà très dysfonctionnel, très difficile et très précaire. Oui. Ils n'ont pas les moyens de s'acheter ne serait-ce que des fruits, voilà, parce que pour eux les fruits ça coûte trop cher. Donc Boniface souvent prend du jus de tomate le matin. Donc les épines, boisson, ce serait du jus de tomate. Boisson peu ordinaire finalement. C'est ordinaire. Ouais. Une couleur, alors je pense que c'est tout Ah, dit. ben alors, je dirais pas le jaune parce que bon, ce serait trop facile et que Boniface le jaune non. Moi je dirais peut-être du bleu, ouais, peut-être du J'aurais bleu. dit le bleu aussi. Ouais. Du bleu parce que c'est vrai qu'il y a une scène, une petite scène où dans quelques lignes, il y a un bleu incroyablement chaud qui vient et c'est vrai que le bleu, les yeux de Mélusine sont bleus et après il le dit, je ne te l'ai jamais dit Mélusine, mais le bleu est ma couleur préférée puisque le bleu impose sa vérité. C'est vrai que le bleu, ouais, je dirais le bleu. Et un animal, je pense que tu vas le trouver Un facilement. un animal les épines. Un animal sauvage. Sauvage, ouais, sauvage. Moi, Un taureau j'aurais peut-être. dit moi, j'aurais dit un Peut-être poisson, mais bon, un taureau, mais ouais, ouais, bah ouais, le ou poisson ça peut. Ouais. un papillon comme sur la couverture. Mais c'est vrai que on n'a pas trop expliqué cette métaphore parce que j'ai envie de laisser un petit peu aussi les lecteurs futurs Le papillon. Ouais. découvrir en fait que sont ces Que papillons. sont ces papillons? Eh bien, quand Boniface, c'est dans l'enfance de Boniface, hein, Ouais. il y a quelque chose qui va arriver et qui arrive à tous les enfants qui passent un certain cap. Et il va se rendre compte là que ce qui lui arrive, lui, c'est comme si on lui avait donné un grand pouvoir et que voilà, des papillons vont un peu le sauver. Il va entretenir une serre aux papillons où il va devoir chercher des papillons, les collectionner, les garder, les chérir, jusqu'au moment où ensuite, plus tard dans le texte, hein, vers la fin, la serre sera détruite. Voilà. Et là, Donc encore une fois avec des grosses guillemets hein, pour ceux qui rejoignent le live notamment, qui voilà à découvrir en fait de quoi est-ce qu'on parle réellement. On c'est vous vrai en que dira pas plus. le papillon a une très très grande importance
dans le texte. Oui. Et mais ouais, si ce serait un animal, ouais, je dirais le taureau. Je sais pas, quelque chose de un animal sauvage où on a l'impression aux yeux que l'on, enfin ouais, on a l'impression que c'est un animal peut-être dangereux pour l'homme, pour la société, alors qu'en fait non, pas du tout, quoi. Et quelle relation tu as avec finalement tes personnages? Est-ce que tu es ce genre d'auteur qui se dit je ne veux pas je ne veux pas comment aller dans leur sens forcément, je veux surprendre en leur faisant leur arriver énormément de choses, voilà, ou est-ce que au contraire tu essayes de toujours les bichonner en un sens, essayer de tourner le récit, non? Non, 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 non. J'aime pas les bichonnets. Alors les bichonnets un temps, 5 minutes, ok. Il n'y a pas de souci. Il faut apprendre à connaître ces personnages, à les désirer, sinon, bah, ils ne seraient pas des personnages. Mais pour reprendre le livre de Colum McCann, Lettre à un jeune auteur, qui est une de mes bibles, qui disait tes personnages, casse-les, casse tes personnages, Oui, mets-le dans des situations, enfin, voilà. Et puis en plus, Boniface, bon destin. Moi, j'ai fait une joie de le mettre dans des situations pourries et, et de lui dire, ben, il s'en sort un petit peu, ou alors il va contourner le problème. Et Boniface va ensuite aller de l'avant, mais il va tout, où on sent qu'il est sur le point d'arriver à quelque chose, de franchir une étape, et jusqu'à la dernière seconde, la dernière phrase, en fait non, il y a toujours quelque chose qui se passe, qui va le casser, et le retourner un peu à sa condition de d'enfant un peu isolé, seul. Et c'est vrai que bichonner un peu les personnages un petit peu, ouais. Mais moi j'aime bien les surprendre et me surprendre aussi dans l'écriture. Et dans le cas de Boniface, c'était super de voir jusqu'où je pouvais aller avec lui et de lui dire voilà, t'es sur le point là à un cheveu de réaliser quelque chose, voilà, qui te fait envie, et jusqu'au dernier moment, paf, ben non, voilà. Et le fil conducteur aussi qui va un peu lui donner de l'espoir, puisqu'on n'en a pas parlé, c'est le personnage du prêtre. Il y a un oui. prêtre dans ce roman Alors qui va j'allais servir y tout au venir long parce que j'avais du... une question sur le profane et le Ah, religieux, mais je te laisse embrayer. il y a le personnage du prêtre qui apparaît au début du texte, mais pas tout de suite. Et il va se rendre compte que bah, Boniface, voilà, quand il s'adresse à lui, il l'appelle mon père. Et on va se rendre compte que Boniface l'aime comme Oui, un père. c'est pas anodin ce choix effectivement. Et puis ce personnage du prêtre, même si tu dis qu'il n'arrive pas tout de suite, il arrive quand même finalement, je trouve assez tôt. Et c'est quand même c'est un fil rouge en fait dans Ouais, l'univers de Boniface et c'est un vrai repère, ce dont il manque cruellement en fait c'est au ça. vu de son passé. Et justement par rapport aussi au choix du titre qui est donc Les Épines. Moi, je m'étais justement plusieurs fois posé la question de la double lecture par rapport, évidemment, au christique, à la religion. Voilà, on en parle, hein, enfin Boniface en parle, mais voilà, je voulais savoir un petit peu voilà, ta relation avec ce thème. Comment est-ce que tu l'avais abordé ou décidé d'aborder dans le récit? Alors bah déjà ouais, les épines, c'est un tout, quoi. C'est le côté sombre, voilà, de la, le côté piquant, le côté qu'on n'a pas envie de voir, parce que c'est pas très agréable. Il y a des émotions dedans, c'est pas, ou des souvenirs pas très agréables, des choses vécues, des traumatismes. Voilà, c'est pas très. Et ça me fait penser à Vice Versa 2, voilà, de Disney, où la joie, il y a que la joie qui compte, et la tristesse ou la colère, non, 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 t'as pas le droit. Alors qu'en fait, bah si, en fait. Et donc, les épines, c'est vrai qu'il y a toute une promesse autour des épines concernant Boniface et Mélusine, voilà, et que si l'un des deux trahit la promesse, le contrat est rompu. Et, et avec cette promesse-là, en fait, voilà, Boniface va vivre sa vie. Moi, je vais le casser entre-temps, voilà,
je vais lui donner un peu des petits malheurs ou des choses qu'il va devoir surmonter. Et c'est vrai qu'il y a voilà le prêtre qui apparaît souvent comme un fil rouge ou dans ce sens où quand Boniface sent qu'il est désarmé face à une situation qui n'était pas prévue du tout, le prêtre arrive pour lui donner un peu d'espoir, un peu de douceur, et c'est quand il va comprendre ensuite, euh, un peu plus tard dans le texte, que il y a l'autre facette des épines, qui est voilà les épines par rapport à la Oui. couronne du Christ, et pourquoi est-ce que le Christ, on lui inflige cette couronne d'épines et qu'est-ce que ça signifie, voilà, cette couronne d'épines. Et j'ai trouvé ça intéressant et je l'ai reprise ensuite plus loin dans le texte où là, il n'est pas question d'une couronne d'épines, mais d'une couronne fabriquée un peu Voilà. comme un MacGyver avec les moyens du bord. Parce qu'en fait, Et qui lui dit, moi j'ai ma couronne d'épines, moi j'ai ça dans la vie et vous, qu'est-ce que vous avez, quoi. ouais, oui, c'est un peu le fardeau mais en fait, moi, ce qui m'a aussi frappé, c'est que cette promesse qui est un petit peu, qui scelle un petit peu le destin des deux personnages principaux, en fait, il s'en fait une croyance, j'ai l'impression. Il a beau parfois, voilà, en moment de grande nécessité, retourner vers l'église, vers le personnage du prêtre. En fait, il s'est englué tout seul dans une croyance qui est devenue presque une religion, Oui, et notamment dans son rapport avec l'écriture et les mots. C'est un peu une prison et comme pourrait voilà comme ouais, il y a certains parallèles que tu fais avec le Christ et l'Église. Voilà, même le bâtiment de l'église, à un moment, il y a une scène dedans que j'ai trouvé assez juste. Voilà, c'est pas forcément toujours un domaine très accueillant. Et on peut aussi vriller en ayant des croyances fortes et en ayant un manque de repères, parce qu'en fait, je pense qu'il se construit avec des choses pour lesquelles il a une fascination, et la fascination n'est pas forcément bonne pour se construire et pour être équilibrée, quoi. oui, oui, oui. T'as bien raison, t'as totalement raison, puisque bah, Boniface, dès le début, on lui dit bon, c'est bien là tes projets d'écriture et tout ça, c'est bien. Et il va se sentir voilà tiraillé, que ce soit dans plein de choses, que ce soit la religion, croire en quelque chose, croire en soi, croire avec les autres, par les autres. Parce que Et personne n'a cru avant en lui, en fait. Donc, voilà. il est un peu obligé. Enfin, si, Mélusine, mais Mélusine, je la mets un peu à part. Mais il s'est quand même construit dans la déconstruction, justement. Donc, je pense que du coup, la moindre chose positive, au final, qui va lui arriver, il va en faire une religion, quoi. Oui, Et faire il va en faire une force comme quelque chose de totalement intouchable, puisque il y a ces papillons-là qui le sauvent donc de tout, mais les papillons ne sauvent pas de tout. non, Et quand on ne les a plus, quand la serre aux papillons est détruite ensuite plus tard dans le texte, à quoi se raccrocher? À quoi, à quoi se raccrocher? Puisque ça sert aux papillons et ces papillons-là qu'il chérissait depuis tout petit, quand même depuis quand même pas mal d'années, en l'espace de, allez, on va dire à peu près 35, 40 ans, un peu moins de 40 ans, peut-être. Ouais, je dirais 30, 35, oui, 35 ans, oui. 35 ans. Quand on est, voilà, quand on est nourri par quelque chose de tellement vital en l'espace de 35 ans et du jour au lendemain, on l'a plus, à quoi se raccrocher, quoi. ouais. Et c'est vrai que, ouais, il faut trouver autre chose. Et Après, c'est c'est vrai que pas forcément évident. dans la vie quotidienne, on a aussi souvent tendance à sacraliser des choses Oui, profanes. ouais. Et voilà, sans en dévoiler plus, j'ai aimé cette dualité un petit peu que l'on retrouve dans certains moments du récit, et bah, notamment aussi dans le choix de Voilà. l'illustration de couverture, qui moi me fait penser beaucoup aussi au Mexique, au Memento Mori, et comme tu disais au début de ce live, la mort a une place prépondérante au fur et à mesure du récit, et ça la personnifie encore plus. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait aussi.
Et il y a une scène dans laquelle, alors je ne spoile pas particulièrement, mais Boniface donc veut absolument que le poisson, donc son père, avec qui il n'a apparemment plus trop de contact, ait au moins lu un de ses ouvrages. Et il pète un câble en fait en apprenant que en fait ça l'intéresse pas et qu'il en a rien à faire, etc. Est-ce que est-ce que c'est quelque chose qu'en tant qu'auteur, tu pourrais vivre, alors pas dans les dimensions que prennent la scène, mais est-ce que tu peux comprendre que une création ne soit pas forcément de l'intérêt de ton entourage ou enfin comment est-ce que toi tu vivrais les choses si tu étais dans la même situation? Alors, Boniface est quand même très extrême, hein, voilà, dans ses curseurs, dans ses choix, dans ses réactions, etc. Euh, c'est vrai que je comprends, puisque ce Est-ce que la père-là, famille finalement est la mieux placée, qu'importe les relations qu'on a avec d'ailleurs, pour pour accueillir une création finalement alors bah, dans le cas de Boniface, son père, il l'a jamais aimé, il l'a jamais même désiré. Au début du texte, quand il y a la scène de l'accouchement, il y a le père qui dit à la future mère, voilà, super, la bouche à nourrir, encore un trou dans le budget. Voilà, le gamin est même pas né, à peine venu au monde, que déjà on n'en veut pas de ce gamin. Donc on n'en veut pas de ce gamin, donc on veut pas non plus accepter ses choix, ses rêves, ses envies. Donc voilà, et puis écrire, voilà, il le dit à son fils, à son propre gamin, voilà, écrire, c'est pour les tafioles, et tu ferais mieux de te rendre utile plutôt que d'écrire des romans, genre, je sais pas, construire des hôpitaux, puisque voilà, pour lui, écrire, c'est pas vraiment un métier, c'est voilà, pour lui travailler, c'est voilà, faut aller au charbon, c'est dur, faut en chier, voilà, puisque la vie, faut en chier, voilà. Et Boniface, ben, il essaye de grandir avec ça, avec ce qu'il entend de la part de son père. Et à côté de ça, il y a sa mère qui le soutient et qui lui dit, vas-y, tu veux rêver, tu veux vivre des choses, vas-y, écris, défonce tout, quoi. On n'en a rien à foutre des autres, vas-y. Sauf que ben, la mère, bien qu'elle ait des conseils, bien qu'elle soit bienveillante, mais à sa manière, elle est absente ensuite après. Et donc, elle verra oui c'est très difficile ensuite de grandir avec ça, avec une personne, une mère qui t'a mis au monde, qui te dit je t'encourage, c'est bien mon fils, et qui après s'en va, et il n'y a plus ça, quoi. Et c'est vrai que Boniface va aussi grandir avec cette dualité, en fait. Tout est dualité dans le bouquin, déjà, la couverture, le jaune, le bleu, la pulsion de vie, voilà, qu'on retrouve souvent, et la mort que l'on retrouve souvent, puisque je la fais parler comme une personnage à part entière. Il y a tout est sujet à dualité, en fait. Et Boniface, c'est entre ces deux formes, plusieurs formes de dualité. Il va essayer de vivre avec. Voilà. Comment est-ce qu'on grandit? Comment on se sort de l'enfance alors que l'enfance est encore là dans le passé? Voilà, il y a le passé qui est là, il y a le futur qui est là aussi, mais voilà, tout est sujet à dualité dans le oui texte. c'est vrai Donc et j'espère que j'ai répondu à ta question. oui oui tout à fait merci c'est vrai que je trouve que tu maîtrises bien aussi l'ambiance que tu parles du passé qui est présent donc moi en fait je l'interprète comme la maison. En fait, la maison, Ah pour bah moi, oui, elle représente le passé parce oui, qu'il n'arrive pas à oui, sortir de ses la quatre maison, murs. Et en même temps, dans cette maison, on vit son futur. Bon, je c'est vais pas en ça. dévoiler plus, mais et progressivement, enfin, je pense pas que ce soit conscient, mais il fait ce choix de rester à l'arrière, de rester dans le passé, mais en fait, il est victime voilà de ce choix Voilà, parce que c'est dû à exactement. ce qu'il a vécu auparavant. Et ça, c'est très bah, je trouve que c'est très parlant aujourd'hui. Je pense qu'il y a plein de gens en fait qui ont des traumas de ce genre et qui peuvent se retrouver dans les mêmes situations, inconscientes ou conscientes. Et Mm. en ça, Boniface, dans cette période-là de sa vie et du récit,
euh, on peut facilement en fait le comprendre et s'identifier à lui. C'est peut-être un peu moins le cas dans d'autres moments du récit, mais je trouve que voilà, dans cette période-là de vie où on voit qu'il essaye voilà de remonter cette pente, de voilà, d'être sociable, de redécorer des murs, d'avoir une activité, etc. Et franchement, Mais ça marche on, pas. on a, on a envie, voilà, qu'il y parvienne, effectivement. Alors, je dirais pas que ça marche pas complètement. Il y a des choses qui fonctionnent, mais il se fera toujours rattraper et voilà. Et encore une fois, c'est là où moi, quand j'ai lu les dernières pages, je me suis dit, mais est-ce que, en fait, enfin, je vais pas spoiler, mais c'est là où, en fait, moi, je sais pas en tant que lectrice si il s'est vraiment fait rattraper ou si, en fait, il s'en est jamais sorti, quoi. Voilà, Voilà. d'où encore cette dualité-là où il faut choisir encore et choisir son camp. C'est vrai que c'est très difficile et oui, dans le cas de Boniface, pour lui, la maison, c'est la maison de son enfance, c'est la maison où il a grandi, où il est né aussi, puisqu'il vient, Il est né dans il est la baignoire. voilà, dans la baignoire. Voilà. Il grandit dans la baignoire, dans la maison. Il évolue dans la maison. Il écrit son premier roman dans la maison. Il vit aussi ses premiers traumas d'enfance et d'adulte dans la maison. Donc pour lui, le monde extérieur, donc c'est la maison. Et c'est aussi le village en fait. Et il ne connaît rien d'autre. Les seules choses qui le relient au monde extérieur en dehors de ce village, c'est le téléphone portable et c'est pas c'est pas un smartphone voilà, comme on a aujourd'hui. C'est un téléphone portable où il s'en sert que très peu dans le texte. Il y a la télévision, mais soit elle est éteinte la plupart du temps, donc auquel cas on ne sait rien du monde extérieur, ou soit quand elle est allumée, c'est pour regarder un film sans queue ni tête avec un donut géant qui crache voilà, ou des trucs sans intérêt, des jeux télé En fait, abrutissants, des télé. il a subi plus qu'autre chose, parce que c'est surtout le poisson Voilà. qui s'en sert. Mais oui, effectivement, d'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'il est considéré comme élitiste par son père, parce que lui, il n'a pas lu un bouquin de sa life, et puis ben, il trouve que les bouquins, c'est des trucs d'intello, voilà. Voilà, et Donc surtout parce que lui, il se rend compte que bah merde, j'ai bien mis mon fils dans la merde en le traitant de tous les noms pour qu'il ne vive pas son rêve, qu'il ne voilà, ça le frustre entre lui quelque part parce que lui aussi le père, il a des rêves mais ils ne seront jamais réalisés donc il est totalement frustré ça c'est clair. oui. Mais c'est vrai que ce personnage, tu parlais de dualité tout à l'heure dans le récit, et finalement, même ce personnage détestable en a une de dualité. Et sans dévoiler de quoi on parle, est-ce que pour le bien fondé de cette dualité sur ces personnages, tu as lu ou tu as fait des recherches sur, je sais pas, sur les secrets de famille, parce qu'il y a quand même quelque chose qu'on apprend, Oui. que moi j'avais pas forcément vu venir d'ailleurs dans le récit. J'ai Ouais. trouvé que C'est super c'était ça, ce qu'il a sympa, fait. ouais. C'est super ça. Moi, j'adore surprendre le lecteur, que ce soit à la fin d'un chapitre quand il y a un twist, une révélation. Ça, voilà, en tant qu'auteur, mais surtout en tant que lecteur, je lis énormément. C'est quelque chose que j'adore retrouver dans mes lectures. Donc, si je lis des livres que j'aime, je vais essayer d'écrire des livres que les lecteurs aimeront. Voilà, tout est sujet, voilà, au détail et pour moi c'est important de prendre la main du lecteur et essayer de ne pas le lâcher quoi. Et c'était Et donc bien du aussi coup pour en de faire ce choix parce que ça rendait un peu plus humain finalement quelqu'un de détestable et je pense que tout personnage détestable même dans la vraie vie, c'est pas possible pour moi de naître complètement comme ça. Il y a peut-être forcément au moins un élément qui peut un peu expliquer le chemin que prend la personne.
Et j'ai trouvé que c'était bien de pas complètement diaboliser noir, comme tu disais, c'est pas tout noir, Voilà, c'est pas tout blanc. exactement. Et Mm. voilà, ça rend le récit beaucoup plus sensible finalement. Ouais, ça rejoint à ce qui est sur la jaquette. Voilà, il y a cette tête de mort ornée de roses, enfin des roses rouges, des roses voilà de la douceur. Enfin, quand on va dans un jardin et qu'on voit des roses, mais enfin, c'est beau, c'est magnifique. Les pétales sont très doux au toucher. Et derrière ces roses-là, t'as plein d'épines derrière, des choses qui piquent, des choses qu'on n'a pas envie de voir. Et les roses C'est vrai ont que une vraie signification dans l'histoire d'ailleurs. et oui, exactement, oui, puisque c'est la promesse qu'il y a entre Boniface et Mélusine. Voilà, il y a cette rose, et qui dit rose dit pétale, mais dit aussi les épines. Oui. Ouais, exactement. Et alors pour en venir à des choses plus factuelles, maintenant qu'on a un petit peu fait le tour de ton processus d'écriture et de l'histoire, donc toi tu es nantais, enfin tu es sur Nantes pour ceux qui ne Oui, sauraient peut-être pas. et il y a des Nantais qui nous Voilà. regardent. Alors je sais qu'il y en a quelques-uns. Après je sais que j'ai aussi des messages des personnes que je ne connais pas. Est-ce que on peut te retrouver dans la région ou sur Nantes peut-être prochainement pour pouvoir faire dédicacer l'ouvrage ou pour une vente de livres? Alors, non, pas à Nantes. Pour l'instant, je fais une dédicace par mois. Pour l'instant, c'est déjà bien, je trouve, pour un premier roman auto-édité. Alors, je Très fais bien. une dédicace en septembre, le 29 septembre, près de Angers, à Montgeoffroy, ce livre, dans un grand château du XVIIIe siècle. Ça va être, j'ai très très hâte. J'ai une autre date en octobre à la librairie Agora à La Roche-sur-Yon en Vendée. J'en ai une autre en novembre à Angers. Et j'en ai une autre en décembre dans la Sarthe. Il va falloir que je reconfirme tout ça. Mais auquel cas, si besoin, tout est sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, dans l'onglet la petite bulle jaune, dans l'onglet agenda dédicace. Là, D'accord. voilà. Quand Donc on va sur on va sur les relayer photos. l'info. En effet, c'est important. Je, Et ce serait bien notamment des salles juste si des tu en dates as sur Nantes. Oui, voilà. Mais si tu as ce genre de choses de prévu, même jusqu'à la fin de l'année, voilà, si vous voulez offrir les épines pour Noël, voilà, vous pouvez en plus le faire dédicacer, donc c'est quand même pas trop mal. On rappelle donc évidemment qu'il est aussi commandable sur Amazon. Sur Amazon, ouais. En Voilà. brochet et en numérique. Voilà, il y a Oui, aussi, c'est vrai que je les l'ai deux pas formats précisé. sont. Ouais. J'ai pensé à tout. Effectivement. Effectivement, oui, oui, j'avais oublié la version numérique, moi qui ne lis qu'en papier, mais oui, tu as fait aussi cet effort et franchement, bravo, parce que du coup, c'est vraiment accessible à tous. Je voulais aussi du coup remettre en avant ton activité de booktuber, comme on dit, de youtubeur de littéraire en tous les cas. Pour ceux donc qui ne seraient pas encore abonnés à ta chaîne, tu as repris dernièrement plusieurs vidéos et dont une dédiée à ton premier roman. Dans laquelle tu explores un petit peu aussi, enfin tu expliques un petit peu tout ton parcours. Je voudrais terminer en disant vraiment toutes mes félicitations, que ce soit en tant que lectrice ou en tant qu'amie. Moi, j'ai vraiment passé un excellent moment, mais vraiment en toute objectivité. Après voilà, si j'avais pas aimé, je me serais pas voilà, je te l'aurais dit et puis c'était pas grave. Mais vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'étais surprise de ma lecture. Et je pense ne pas me tromper en disant que Amélie Nothomb s'est régalée également. Ouais, c'était vraiment super. Je lui avais envoyé le manuscrit par la poste aux éditions Albin Michel, et elle m'a répondu. Je sais plus. C'était à mon retour de vacances, donc je dirais à peu près 15 jours, à peine 15 jours après. Et j'étais trop contente de recevoir sa lettre, sa réponse. Elle a dit voilà, bravo. Voilà, c'est du travail de pro. Voilà, c'est quelle émotion de relire le projet final, et c'est un Je accomplissement crois qu'elle avec a lequel parlé je suis très d'accomplissement, très oui, voilà, c'est ça. fière. Et donc elle avait fait partie de ces bêta lecteurs finalement qui t'avaient un petit peu aidé, qui t'avaient guidé peut-être dans les premières versions. Alors il y a des
années, elle m'avait demandé des nouvelles, voilà, de ce qui était de mon texte. Je lui avais envoyé une ancienne version, donc autant dire que la version était plus longue, plus pompeuse, moins travaillée au niveau du mot, du texte, des Ce qui cohérences, est normal. en fait, de tout. C'est Et ensuite, elle m'a dit, bon, Cédric, on se connaît quand même depuis très longtemps. Je vous considère comme mon petit frère, donc je ne serai pas très objective. Et ensuite, j'ai vite compris que ce texte, il fallait le retravailler. Voilà, il n'y a pas de secret dans la vie. bien sûr, oui. Pour écrire un texte, un premier roman, pour qu'il soit un minimum rythmé, abouti, corrigé, il faut écrire, il faut le travailler, on recommence, voilà. Et surtout, je dirais même, c'est plus important en fait que d'écrire, il faut lire. Oui, bah oui, C'est bien important. sûr. Oui, pour moi, c'est la même chose. Je pense que ça fait partie aussi de cette culture du mot et du style, même si Mm. au final, on trouvera forcément le sien, mais voilà, on peut pas raconter des histoires si on n'en a pas lu. Donc, C'est ça. Pour moi, alors, moi, dans mon cas, je sais pas si c'est l'écriture qui est venue d'abord ou la lecture, ou peut-être les deux en même temps, mais c'est sûr que l'écriture est, est- est un peu plus grande, la priorité est un peu plus grande pour moi pour rapport à l'écriture. Si vous voulez écrire un roman, allez-y, mais d'abord lisez, comme avait dit une auteure, Marie-Hélène Lafont, que j'adore. Elle dit, voilà, je lui avais dit, si vous avez un conseil à ceux qui veulent écrire un premier roman, elle disait, lisez, bouffez, il faut lisez, en bouffer, lire, voilà, lire. Et puis, bien sûr, écrire, puisque, voilà, et ensuite, après, on voit ce qui se et, passe, quoi. et du coup, pour clôturer sur ça, en parlant du fait de lire, quelle est ta lecture du moment? Alors, je suis en plein, hop là, je te prends avec moi. Je suis en plein dans la rentrée littéraire, donc j'ai quand même beaucoup à lire. Voilà, voilà. Bah oui, pour la Ça, fameuse chronique qui arrive chaque année sur ton voilà, YouTube. ça c'est déjà ce que j'ai lu. Il me reste tout ça à lire et il y en a encore plein qui arrivent, donc j'essaye de maintenir une cadence. Voilà, essayer de lire un livre par jour. Si j'ai besoin de prolonger, ça dépend si le livre fait 400 pages ou 150 pages, quoi, tu vois. Donc, Oui, c'est un livre par jour, un livre tous les 2 jours, ça dépend. Donc, je passe tout mon mois de juillet, tout mon mois d'août à lire. Je lis tout l'été. C'est là où, voilà, là, je ne fais que ça que de lire. Le reste du temps, voilà, tout mon été, je le consacre en fait à lire, à préparer les futures chroniques à venir pour la rentrée littéraire. Et oui, en la période automne, estivale, c'est la période idéale pour faire ça. voilà. Et ensuite, automne, hiver, printemps, c'est écriture, corriger, retravailler, écriture, aller à des salons, à des dédicaces. Voilà, c'est un emploi du temps que j'essaye avec mon super bullet journal, que j'essaye d'être voilà, la discipline un minimum cadré quand même. Ouais. C'est important en tout cas dans mon cas. Bah écoute, merci Ah, mais beaucoup du coup, pour avoir j'ai même pris. pas répondu à ta question. Attends, non, attends, Ah non, ma tu m'as lecture pas dit actuelle. lequel tu lisais en ce moment. Là, j'ai terminé un livre de la rentrée littéraire. Là, c'était super intéressant sur le rapport au corps et à l'industrie en fait de l'escorte par rapport aux travailleurs du sexe. Ah ouais. D'un point de vue sociétal, c'était vachement important. Donc là, je l'ai fini là aujourd'hui. Donc il va falloir choisir. Je sais toujours pas. Peut-être celui-là, l'extase. Euh, un premier roman, et sinon il y a le nouveau livre d'Amélie Nothomb, évidemment, qui Oui, parle oui, du oui. Japon, et j'ai très très hâte de le lire, voilà. J'ai vu, ouais, effectivement, ouais, j'ai trop hâte aussi. Moi, je suis en relecture comme chaque été. J'essaye de relire au moins un Amélie Nothomb parce que bah, les anciens, en fait, je les ai jamais relus forcément depuis tout ce temps. Et du coup, j'ai relu Journal d'Hirondelle, qui est pas forcément le plus connu.
Non, c'est pas le Euh, plus connu, mais qui est vachement intéressant, ouais. ouais, voilà, donc j'ai relu ça et puis je pense, alors j'en ai quelques-uns derrière moi là, j'ai pas encore choisi, mais je pense que d'ici le mois d'août j'essaierai d'en glisser un autre parce que moi j'essaye toujours de les lire en poche, donc j'ai toujours un train de retard sur les Amélie Nothomb. Mais c'est bien parce que comme ça je les savoure, je les garde pour après. Parce Ouais, que tout le monde se c'est jette super. sur le nouveau et moi j'aime bien être en décalé et voilà donc là j'ai terminé ça et puis je vais faire une lecture commune à partir de ce week-end avec une abonnée sur alors complètement autre chose, une lecture jeunesse, enfin jeunesse young adulte on va dire, qui est ici mais je ne sais pas si tu connais, ça s'appelle Les jumeaux croche-morts. Donc là, c'est un tome 2. C'est extrêmement bien écrit. En fait, j'ai lu le tome 1 dans le cadre de l'automne pour être un peu dans la vibe. Tu vois, c'est Bah ouais. un peu horreur tout ça. Et en Je sais fait, que tu adores l'automne. voilà. En fait, j'ai été extrêmement surprise par ce récit. Je m'attendais pas du tout à aimer autant. C'est extrêmement bien écrit et l'ambiance est maîtrisée parfaitement. Et donc, le tome 2 est sorti il y a un mois, je pense. J'avais pas forcément pour projet de le lire tout de suite ni de me le procurer. Et c'est cette fameuse abonnée qui m'a dit mais si tu l'achètes moi, j'attends pas l'automne, on le lit ensemble. Donc voilà, c'est mon projet pour le week-end. Et voilà, je me suis fait une petite pile à lire d'été que je suis plus ou moins, hein, mais voilà, pour essayer de me Ouais, je motiver à comprends. sortir des romans. Et voilà. Bah écoute, C'est mais chouette. Cédric, il me reste à te remercier du fond du cœur et encore une fois à te féliciter. Ce replay, enfin ce live sera en replay comme tous les autres que j'ai pu faire. Voilà pour ceux qui n'ont pas pu forcément être présents. Et puis bah, c'est toujours sympa aussi de retrouver les interviews quand on veut se documenter un peu sur un roman. Donc franchement, procurez-vous les épines. C'est un très très beau premier roman. C'est une histoire de vie qui vous laisse pas indifférent, qui vous retourne un peu le cerveau aussi. Voilà, et puis bah, je t'embrasse. Je te souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end à venir. Et puis bah, je pense qu'on se recroisera bientôt. Avec plaisir. Merci à toi. Salut! C'était super. Salut, ciao, ciao.